On va parler ici de décomposition en série de Fourier. Donc on va étudier le cas d'une fonction périodique. Donc je vais la noter U de t. Donc dépendant du temps et qui va être périodique de période grand T égale 1 sur f, où donc f est la fréquence. Donc ce théorème-là de Fourier nous dit que toute fonction U de t périodique peut s'écrire comme une superposition de fonctions sinusoïdales, donc avec un premier terme C0, plus une somme de n égale 1 à plus l'infini, des Cn cosinus de pi n f t plus phi n. Donc je l'écrirai dans la suite, une somme de n égale 0 à plus l'infini de fonctions un de t, donc où u0 ici c'est c0 et le un pour un n quelconque c'est la fonction cn cosinus de pi n f t plus phi n. Donc chaque cn, à part évidemment le c0, est une fonction sinusoïdale, donc un de t, est sinusoïdale de fréquence n fois la fréquence du signal qui nous intéresse. Donc les coefficients C0, Cn et phi n sont déterminés directement par la fonction U. Ils se calculent avec des intégrales mais qui ne sont pas au programme. Donc là, il suffit simplement que vous sachiez que ça existe. En fait, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est l'existence de ces fonctions, de cette décomposition, on appelle ça décomposition en série de Fourier, de la fonction U de t. Série, puisque c'est une somme discrète de termes d'une suite qu'on appellera un, donc en série de Fourier. Donc ça, c'est ça qu'il faut savoir, c'est l'existence et l'écriture, mais les valeurs des coefficients ne sont pas à déterminer. Alors, juste une remarque en revanche sur le premier C0. Le C0, donc je vous donne son écriture, simplement, ça va s'écrire comme ça, et on se rend compte que d'après la définition de la moyenne de fonction, c'est en fait la moyenne de la fonction U de t sur une période. Alors, quelques remarques. Pour que cette série converge, il faut évidemment, pour qu'elle soit donc définie, qu'elle puisse exister, que notre fonction U de t puisse être définie, il faut que forcément les termes de la suite finissent par tendre vers l'infini quand n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc les premiers termes peuvent avoir un peu n'importe quelle valeur, mais au bout d'un moment, forcément, Cn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors après, on a quelques propriétés. Si les fonctions sont paires ou impaires, par exemple, là, on aura certains termes qui seront nuls, etc. Donc, une fois qu'on sait ça, alors exemple, si vous prenez une fonction carrée, toute bête, si U de t c'est la fonction carrée, qu'on a par exemple sur nos GBF, qui est périodique, ça pourrait être aussi la fonction triangle, par exemple. Bon. Juste, je vous montre ce qui se passe, par exemple, donc quand on essaye de reproduire, donc d'ajouter au fur et à mesure les différentes composantes. Donc, ce que j'ai appelé U pour n égale 1, donc le U1, ça s'appelle, en fait, je ne l'ai pas donné avant, on appelle ça le fondamental, c'est le premier terme, différentes zéros. Et le UN, c'est l'harmonique, pour n supérieur strictement à 1, c'est ce qu'on appelle l'harmonique de rang n. Donc le fondamental, U1, s'il correspond à une fréquence justement n vaut 1, donc il a une fréquence qui vaut grand F, qui est la fréquence du signal. Alors si on prend justement, on essaye par exemple de reconstituer le signal carré à partir de ces différentes harmoniques, on se rend compte donc que si on met uniquement un terme, on va avoir une fonction qui est du coup sinusoïdale, s'il y a juste donc le C0 étant nul, si je prends juste le premier terme, n égale 1, ça va être évidemment une fonction qui serait une fonction sinusoïdale. Si je mets les deux premiers termes, n égale 1, en fait le terme n égale 2 nul, donc ce serait le terme aussi n égale 3, on voit que c'est une fonction qui ressemble à quelque chose qui est comme ça. Et plus je vais rajouter de termes, donc n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 5, etc., plus je me rends compte qu'en fait, ça va faire quelque chose qui se rapproche d'un carré. Et donc, bien sûr, donc si je prends un n grand, mettons, on va faire en rouge,
Si je prends n très grand, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Là, c'est quasiment droit. Puis il y a juste aux endroits où la fonction est discontinue, où on n'a pas tout à fait notre carré. Et bon, évidemment, on atteindra exactement le carré quand j'ajoute toutes les harmoniques jusqu'à n qui tend vers plus l'infini, on atteindra le carré. Alors, donc ça pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Alors maintenant, on va parler de la notion de spectre qui est fondamentale en physique. Donc une fois qu'on a déterminé la décomposition en série de Fourier d'une fonction périodique, on peut tracer son spectre, donc qui se trace en fonction de la fréquence ou de la pulsation oméga égale 2πf, comme on veut. Là, je l'ai fait en fonction de la fréquence. Donc on fait apparaître les fréquences qui interviennent dans la décomposition en série de Fourier. Donc on a la fréquence n égale 0 qui va correspondre au terme C0, la fréquence f, 2f, 3f, 4f, etc. Et ce qu'on met en ordonnée, donc, c'est le module de Cn, c'est-à-dire c'est l'amplitude, en fait, hein, si on reprend la fonction ici, c'est l'amplitude de la fonction de la énième harmonique. Hein, donc on la met en module. Voilà. Donc vous allez avoir la chose suivante. Donc on a le C0, c'est la valeur moyenne, il est ici, correspondant à une fréquence nulle. Et après, vous avez les différentes harmoniques. Donc ça, c'est le fondamental. C'est une barre donc qui a comme hauteur valeur absolue de C1. On a l'harmonique de rang 2, avec une barre qui a comme valeur ici valeur absolue de C2, etc. Donc la deuxième peut être plus grande, par exemple, que la première, hein, comme j'ai fait sur le dessin ici. En revanche, ce qui est sûr qu'au bout d'un certain n, à la fin, ça finit toujours par décroître, puisque ça doit tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, hein, etc. Donc vous rajoutez tous les termes. Et donc ce graphe correspond, en bâton, correspond à ce qu'on appelle le spectre du signal, donc de la fonction ici u de t. Alors une fois qu'on a vu ça, on va voir l'intérêt de cette décomposition pour donc l'intérêt des fonctions sinusoïdales et de cette décomposition donc pour l'étude d'un système linéaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un système linéaire? C'est un système qui va être régi par une équation différentielle linéaire. Linéaire au sens mathématique, c'est-à-dire que si U1 est solution et U2 est solution, bah, j'ai U1 plus U2 qui va être solution également. Donc il peut y avoir des dérivés dans l'équation, il peut y avoir éventuellement, on peut avoir des primitives, on peut avoir des sommes, on ne peut pas avoir de produit par exemple. Donc, qui est une opération non linéaire. Donc l'idée de ce système linéaire, c'est que pour savoir, ce que je veux savoir, c'est que si je mets une entrée E de t dans mon système, je passe dans le système, quelle va être la sortie S de t, quelle que soit la forme de mon E de t. Alors, le problème, c'est que pour savoir ça, il faudrait que j'étudie la réponse d'un système linéaire à n'importe quel type de fonction. Et ça, bien sûr, c'est impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on va étudier uniquement la réponse du système linéaire à une fonction sinusoïdale. Donc, un signal sinusoïdal. Donc de fréquence f, quelle que soit sa fréquence. Et du coup, l'intérêt, c'est que une fois qu'on connaîtra la réponse à un signal sinusoïdal, et ça, dans la pratique, c'est assez facile à faire, notamment en utilisant la notation complexe, ensuite, ce qu'on va dire, c'est que quand on signale, donc si j'ai une entrée sinusoïdale, je suppose que à ce moment-là, je peux déterminer la sortie pour ce signal sinusoïdal connaissant sa fréquence. Et donc l'idée, c'est que quand j'ai un signal qui alors est non périodique, enfin qui est périodique, pardon, mais non sinusoïdal, je vais pouvoir le décomposer en série de Fourier, donc je vais pouvoir l'écrire comme la somme de fonctions sinusoïdales. Donc E n de t, on le rappelle, est sinusoïdal de fréquence nf. Du coup, comme j'ai étudié précédemment mon système linéaire pour une fonction sinusoïdale, je sais calculer pour le signal d'entrée En de t qui est sinusoïdal la réponse
Sn de t correspondante. Donc ça, je sais faire, connaissant la fréquence du signal. Et donc, du coup, comme E, c'est la somme des En, et que mon système est linéaire, la sortie S de t correspondant à E de t va être simplement la somme de tous les Sn. Donc évidemment, ça marche que si le système est linéaire, donc dans le sens qu'on a donné précédemment. Et du coup, je ne suis plus obligée d'étudier la réponse de mon système à n'importe quel type de signal pour trouver le résultat. Il suffit que je connaisse les réponses pour un signal sinusoïdal. Alors, une petite remarque finale, si le signal est non périodique, qu'est-ce qui se passe? Alors, une étude plus poussée au niveau mathématique nous permet d'avoir le même genre d'idée, mais avec ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Alors, du coup, l'idée, c'est que si le signal n'est plus périodique, il ne s'écrit pas comme une somme discrète de fonctions sinusoïdales, mais comme une somme continue. Donc là, ce n'est plus à votre programme, je l'écris simplement pour que vous voyez la tête que ça peut avoir. On écrirait que le U de t non périodique, ce serait une somme pour oméga qui va de 0 à plus l'infini, de coefficients c qui dépendraient de oméga, cosinus, donc oméga t plus phi de oméga, d'oméga. Donc en fait, on somme, mais cette fois-ci, c'est une somme continue, donc une intégrale, mais c'est toujours une somme de fonctions sinusoïdales. Donc l'idée, bien sûr, reste, c'est que pour un système linéaire, si vous connaissez la réponse pour un signal sinusoïdal, quelle que soit sa fréquence, vous pourrez déterminer ensuite la réponse pour un signal quelconque.